infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour Papa Henri. Bonjour Jeannot. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et là, il y a des précipitations dans les événements au Congo. Il y a l'événement de John Kerry, la visite de John Kerry à Kinshasa, avec un message très fort adressé au pouvoir en place. Et il y a le rapatriement de nos compatriotes qui vivent à Brazzaville. Le nombre est quand même inquiétant, plus de 60 000 aujourd'hui. On nous parle de personnes qui ont été refoulées. Qu'est-ce qui se cache derrière? On va directement commencer par la visite de John Kerry. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était attendue, à la fois par une certaine classe politique, je pense notamment à l'opposition, et puis par l'opinion publique qui n'est toujours pas fixée sur les intentions de Joseph Kabila. Alors, évidemment, les gens ont beaucoup spéculé sur ce que dirait John Kerry. De prime abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a, de façon tout à fait inédite, le secrétaire d'État américain, donné la position des États-Unis, à savoir une volonté, en tout cas, de voir Joseph Kabila s'effacer en 2016 au profit, en tout cas, de l'alternance démocratique, et partant de là, en respectant la lettre et l'esprit de la Constitution. Alors, oui, c'est vrai que c'est une déclaration forte qui a été faite, mais nous devons néanmoins rester prudents, parce que nous sommes à 30 mois des élections. Je dirais que dans l'immédiat, effectivement, Joseph Kabila est très affaibli, puisqu'il subit une pression conjointe à la fois de la communauté internationale, mais qui demande à être amplifiée, bien évidemment, mais également d'une certaine opposition qui, aujourd'hui, avec ce coup de pouce de John Kerry, va pouvoir remonter au créneau pour montrer, en tout cas pour dénoncer toutes les dérives qui peuvent être liées à une révision constitutionnelle qui reste, dans l'esprit de beaucoup de partisans de Joseph Kabila, un objectif prioritaire. Mais ce n'est pas nouveau. Russ Feingold avait déjà annoncé auparavant que... Tout à fait. Voilà le message de Barack Obama et qu'il fallait qu'on puisse respecter surtout... La différence, c'est que c'est quand même le secrétaire d'État américain qui s'est déplacé, qui en a fait l'annonce. Le vice-président. Non, le secrétaire d'État, John Kerry. John Kerry. Oui, oui. Secrétaire d'État américain. Oui, mais comme je l'ai dit, nous devons rester prudents parce que ce n'est pas la première fois, effectivement, qu'un président de la République sortant, quel qu'il soit d'ailleurs, soit soumis au feu nourri de ce type de déclaration. Et malheureusement, dans le passé, on a pu voir que parfois cette pression s'est relâchée. Mais je crois que pour être... pas n'importe quel pays non plus. Ce sont les États-Unis, c'est le Congo, effectivement. Et surtout, ils vont donner 30 millions pour aider... Alors, de vous à moi, je ne compterai pas beaucoup sur ces 30 millions, parce que toute la stratégie du pouvoir ces derniers mois, ça a justement été de tout faire pour que la communauté internationale ne s'engage pas financièrement dans ces élections, parce que ce sera le prétexte trouvé pour dire « Ah ben vous voyez, on n'a pas d'argent, donc il n'y a pas d'élection ». Non, mais ce qui est important à savoir, c'est la chose suivante. Je crois que pour que la pression américaine, parce que c'est comme ça qu'il faut bien l'appeler, puisse être véritablement efficace, je crois qu'il faut impérativement la conjonction de trois dynamiques contre cette idée de révision et contre l'idée d'un troisième mandat de Kabila. Il faut une dynamique interne, avec évidemment une opinion publique qui puisse soutenir les initiatives de l'opposition. Il faut une deuxième dynamique, une dynamique que je qualifierais de régionale, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même 4 chefs d'État africains qui sont concernés par le même problème. Vous avez Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, Museveni en Ouganda, Kagame au Rwanda et Nkurunziza qui lui avait essayé. Le Burkina un peu plus loin, effectivement, qui lui aussi est touché par la limitation de mandat. Donc il faut qu'il y ait un message fort de l'Union africaine qui peut être fait à l'occasion d'une réunion des chefs d'État africains où là, une résolution recommanderait vivement aux sortants de ne pas tenter l'aventure d'une révision. Donc deuxième dynamique. Enfin, une troisième dynamique qui viendrait, elle, compléter la position américaine. Ce serait une dynamique qui viendrait de l'ONU, de l'Union européenne notamment, et des bailleurs de fonds qui ne feraient que rappeler leur attachement
à la démocratie et à la nécessité justement de ce que la constitution congolaise soit respectée dans sa lettre et son esprit. Donc si ces trois dynamiques ne se rejoignent pas, s'il n'y a pas de convergence entre ces trois dynamiques, alors là je crains que Joseph Kabila n'ait encore devant lui un boulevard. Et vous pensez qu'il a quand même les moyens de faire face à la dictate des États-Unis? Mais je l'ai dit, ça dépendra des dynamiques que j'ai évoquées, mais il peut jouer l'extension du mandat, ce qui serait tout à fait légal, puisque là, pour le coup, mais on serait hors délai. On serait hors délai, mais l'article 70 le dit très clairement. Le président reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Alors c'est un article très ambigu, parce qu'on ne sait pas si l'élection a eu lieu ou pas du tout. Et bien, pouvez-vous commenter la sortie de M. Lambert Mende? Oui. Parce qu'il y a eu quand même, je vais dire, c'était quand même un choc pour le clan présidentiel. Et nous savons que M. Lambert Mende, une fois que le pouvoir est attaqué, sort directement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette sortie-là? Ça sent quand même une certaine panique et une envie de ne pas montrer... Lambert Mende est dans son rôle. Il ne veut pas montrer cette faiblesse maintenant. Oui, il est dans son rôle. 30 mois nous séparent de l'élection présidentielle, il peut se passer beaucoup de choses. Je viens à l'instant de vous dire que jouer l'extension du mandat, donc ça veut dire mobiliser ses troupes. Mende vient de donner l'exemple, mais jouer l'extension du mandat, c'est simplement freiner le processus de recensement, tout simplement. C'est entretenir des foyers d'instabilité et d'insécurité à l'est ou au Katanga. Et à ce moment-là, même la communauté internationale sera d'accord pour dire, écoutez, dans ces conditions, il est très difficile d'envisager des élections dans un pays qui n'est pas du tout pacifié. Et je crois que c'est la dernière arme qui reste à Joseph Kabila. Mais c'est un entêtement suicidaire, hein, je vous le dis très simplement, parce qu'il y a une quatrième dynamique qui peut entrer en ligne de compte, on n'en parle pas beaucoup, c'est la dynamique populaire. C'est-à-dire, en interne, cette opinion publique peut effectivement soutenir l'opposition et tous ceux qui sont contre la révision constitutionnelle, notamment la société civile, mais la dynamique populaire, celle de la rue, la quatrième dynamique, selon moi, c'est celle qui pourrait être déterminante, puisque là, il sera ni plus ni moins question de mettre en pratique l'article 64 qui donne obligation à tout Congolais de se dresser contre toute personne ou toute structure dont le comportement irait dans un sens contraire aux intérêts supérieurs de la nation. Et nous avons appris récemment de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud qu'ils ont découvert une usine dans laquelle étaient fabriqués déjà des t-shirts à l'effigie de Olive Kabila qui serait candidate pour 2016. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Si le pouvoir est à ce point désespéré de craindre de perdre ce même pouvoir en 2016 et qu'il faille utiliser l'épouse du chef de l'État, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, même en faisant des t-shirts à l'effigie d'une vache ou d'une chèvre, je peux vous dire que le pouvoir serait tout à fait disposé à mettre la main à la pâte pour faire battre le candidat du camp adverse. Tout cela confine au ridicule, bien évidemment. Je crois que à un moment donné, lorsque l'on est dans une telle obsession compulsive à l'égard du pouvoir, je crois que le principe de réalité finit toujours par s'imposer à vous. Je crois que toutes ces manœuvres-là, en réalité, cachent ce que vous avez évoqué il y a de cela quelques instants, une forme de fébrilité, une forme de panique. Mais il appartient aux Congolais et à eux seuls d'y mettre un terme. Nous allons maintenant passer au deuxième point, le refoulement des gens de Brazzaville, des Congolais qui vivent à Brazzaville. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et ça intervient à un moment où on se demande quelle est vraiment l'essence d'un tel acte de la part de Brazzaville. Alors, il y a plusieurs choses qui doivent être rappelées à ce sujet. La première, évidemment, au-delà du traitement inhumain, dégradant, infligé à nos compatriotes, ce qui est extrêmement déplorable. Voilà. Les pays sont souverains en matière de gestion des flux migratoires. Donc, si un État, à un moment donné, considère que certaines populations, certaines catégories de populations ne répondent plus aux critères d'établissement sur son territoire, eh bien,
ils peuvent effectivement procéder à des reconduites à la frontière. Maintenant, il faut l'art et la manière. Et là, pour le coup, nous pouvons dire que sans l'ombre d'un doute, que le Congo-Brazzaville n'a pas respecté les dispositions internationales en la matière. Elle a même violé un certain nombre de principes, à l'instar d'ailleurs de l'Angola, il y a de cela quelques années. Alors, nous remarquons quand même une émotion chez les Congolais et l'étranger. Tout à fait. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas la première expulsion. Bien sûr. Il y a eu une expulsion toujours aussi violente qui s'est passée entre l'Angola et qui s'effectue très régulièrement. Les Congolais vivant en Angola sont souvent refoulés après des tabassages et des viols sur les femmes. Et pourtant, nous ne voyons aucune réaction de ce pouvoir qui est faible. Absolument. Alors le pouvoir est non seulement faible, mais il n'a même pas pris la peine d'utiliser deux armes qui étaient à sa disposition. La première, et je vais vous donner deux exemples très précis à ce sujet. Lorsque vous apprenez que vos compatriotes sont expulsés par petits groupes et que les droits de ces personnes ne sont pas respectés, en tant qu'État responsable, la première chose que vous faites, vous convoquez l'ambassadeur du pays concerné au ministère des Affaires étrangères. Donc, l'ambassadeur du Congo-Brazza à Kinshasa aurait dû être convoqué au ministère congolais des Affaires étrangères à Kinshasa. Ça n'a pas été fait. Lorsque... Nous voyons qu'ils ne sont pas compétents déjà. Absolument. Lorsque le vice-ministre des Affaires étrangères de RDC se rend à Brazzaville, rencontre les autorités, revient à Kinshasa, fait le malin devant les caméras, et que le lendemain, le Congo-Brazza expulse à nouveau des gens, c'est une humiliation supplémentaire. Et à ce moment-là, vous avez la deuxième arme que vous pouvez utiliser, c'est de rappeler l'ambassadeur de RDC à Brazzaville, M. Christophe Muzungu, en consultation. Ça n'a pas été fait. Il a fallu attendre que M. Kabila instruise le gouvernement, ce qui est une absurdité, de pouvoir venir en aide à ses compatriotes. Depuis quand doit-on demander à un gouvernement de protéger ses compatriotes? C'est quelque chose de naturel. C'est une mission régalienne. C'est une obligation de tous les instants. Ça n'a pas été fait. Maintenant, parlons des chiffres. 59 000, 60 000 pour faire court. Je suis sceptique. Excusez-moi, je reste très sceptique. Comment a-t-on procédé au décompte? Je l'ignore. Déjà, vous avez la catastrophe de train au Katanga. On ne sait toujours pas combien de gens sont morts. On parlait de 57 morts, puis on nous parle de 350. Je vous informe d'ailleurs que pas plus tard qu'hier, le 4 mai, eh bien, un nouveau train a déraillé au Katanga. Donc tout ça se fait avec un gouvernement qui reste presque autiste, comme tétanisé par rapport aux enjeux. Maintenant, les deux exemples que je vous ai donnés, les deux outils qui étaient à la disposition du gouvernement n'ont pas été utilisés en leur temps. Souvenez-vous, lorsque l'on a eu les preuves que le Rwanda et l'Ouganda soutenaient le M23, avez-vous entendu Kinshasa rappeler en consultation l'ambassadeur à Kigali ou à Kampala? Ça n'a pas été fait. Et lorsque l'on a expulsé massivement les Congolais d'Angola, avec la même brutalité, que l'on a violé nos sœurs, nos mères, nos cousines, avez-vous entendu Kinshasa réagir? Que nenni. L'ambassadeur d'Angola à Kinshasa n'a jamais été convoqué aux affaires étrangères et l'ambassadeur de RDC à Rwanda n'a jamais été rappelé en consultation. C'est vrai, c'est véritablement un fiasco de la diplomatie congolaise et une absence totale de responsabilité et d'incompétence au sommet de l'État. Des voix s'élèvent pour dire que plusieurs visages des gens qui ont été refoulés ne ressembleraient pas à des Congolais. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu, il n'y aurait pas quelque chose en vue là, de nous entrons dans l'affaire. Nous déplorons deux choses à ce stade-ci. C'est le caractère discourtois et indélicat de ces expulsions. Parce que rien ne coûtait Brazzaville d'informer Kinshasa de son intention de le faire. Ça n'a pas été fait. Et puis la brutalité de la procédure. Maintenant, à côté de ça, il y a évidemment ce qui se trame en dessous. Il faut quand même rappeler que les relations entre Kinshasa et Brazzaville ont été émaillées de nombreux incidents, du fait notamment de la suspicion de Kinshasa à l'égard de Brazzaville sur la présence des ex-DSP sur son territoire. Et puis vous avez eu l'affaire Foster-Mounene, ce dernier a été amnistié, tant mieux pour lui, mais Brazzaville n'a jamais voulu le livrer. Donc toujours cette méfiance à l'égard de Brazzaville, et puis surtout de la part de Brazzaville, une volonté aussi
de mettre un peu d'ordre au niveau de sa politique migratoire. Alors, que des gens profitent de cette situation pour s'infiltrer, pour venir au Congo-Kinshasa avec d'autres desseins, d'autres intentions, cela reste bien évidemment dans l'ordre du possible. Mais attention, parce que je vois très bien déjà la tentation du gouvernement de Kinshasa, qui pour masquer son impuissance et son incompétence dans la gestion de cette affaire, va maintenant crier au loup pour dire, ah voilà, il y a des infiltrés, il y a ceci, il y a cela, vous comprenez pourquoi nous étions prudents, etc. Je demande à l'opinion publique de ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais. Donc ceux qui diffuseraient peut-être ces infos-là seraient peut-être à la ils solde du pouvoir ont en oui, place. certainement intérêt de masquer leur Voilà. incompétence avec ce genre d'informations. Je demande de rester vigilant à ce sujet. Mais comment expliquer quand même deux pays qui ont une même culture, une même langue, peuvent en arriver à un tel point? Nous voyons habituellement dans les infos que les relations entre les deux présidents, à savoir M. Sassou Nguesso et M. Kabila, sont très courtois. Oui, mais ça c'est toute l'ambiguïté des relations entre ces deux pays qui appartiennent, il faut bien le rappeler, à la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC. Alors, il n'y a pas si longtemps, Denis Sassou Nguesso s'est fortement impliqué dans la résolution du conflit de l'Est, en offrant ses bons offices à Kampala, Kinshasa et Kigali, mais visiblement, ça n'a pas suffi à apaiser les tensions. C'est un acte d'autorité que le Congo-Brazzaville a posé. Nul doute qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, les deux capitales vont en tout cas s'employer à faire en sorte que ce problème-là soit derrière lui, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous accueillez 60 000 personnes en, disons, l'espace de 3 semaines, encore faut-il que ces chiffres soient véritablement vérifiés, et que des demandes commencent à se faire sentir, puisque la plupart de ces personnes veulent être rapatriées en province à l'intérieur, je ne sais pas où le gouvernement congolais ira chercher les moyens pour pouvoir rapatrier ces gens-là. Ce qui montre encore une fois toute l'absurdité des décisions qui sont prises. À l'époque où les 120 000 Congolais avaient fui les combats entre les Enyélé au nord du Congo-Brazzaville, le gouvernement a préféré envoyer 3 millions de dollars à Haïti. C'est un geste de solidarité que je ne peux pas évidemment nier, mais qui aurait été beaucoup plus efficace si on devait venir en aide à nos compatriotes. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on nous parle d'argent à mobiliser pour un référendum pour permettre à M. Kabila d'amender la Constitution, je me dis qu'avec cette somme-là, on peut rétablir les 2 tours à l'élection présidentielle ou tout simplement venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et comme toujours, problème de hiérarchisation des priorités, et ça me pose véritablement un vrai problème. Mais encore plus ridicule, le fait de voir un ministre se déplacer pour vérifier que les Congolais de Brazzaville qui vivaient à Kinshasa, qui voulaient être rapatriés, ils se sont déplacés au beach pour vérifier que eux, ils étaient refoulés dans de bonnes conditions. Ils ont bénéficié d'un traitement de faveur, mais en même temps, ne jetons pas la pierre à ce ministre congolais. Il a fait son travail. Juste espérer en tout cas que nos frères d'en face procéderont à l'avenir aux mêmes précautions, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous ridiculiser. Vous savez, je dis souvent méchamment que la RDC est probablement l'un des rares pays au monde qui tend l'autre joue après avoir été giflé. Ça doit s'arrêter. Concernant le futur gouvernement qui devait voir le jour, il n'a toujours pas vu le jour. Comment expliquer que M. Kabila est en train de patauger Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je pense qu'il y a des arbitrages qui se font toujours, des consultations entre les différents partenaires de ce futur gouvernement. Mais nous avons un gouvernement en affaires courantes, là, depuis très longtemps. Depuis maintenant, depuis 7 mois exactement, ce qui est une anomalie. Et ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup de dérives. Je vous informe que le ministère des Finances est accusé d'avoir ouvert un compte dans une banque commerciale, ce qui est une absurdité. C'est interdit. C'est interdit. J'attends avec gourmandise la réaction de Kabila et de son gouvernement, parce que ce n'est pas du tout normal. Alors, autre chose, il faut savoir que la pression n'est plus sur la tête de Kabila depuis la chute du M23, puisque c'est la chute du M23 qui lui a donné maintenant cette liberté. Avant cela, et c'est eux qui sont à l'origine des concertations nationales et qui avaient exigé l'amnistie. L'amnistie est arrivée, donc
ce que Kabila pouvait faire, il ne peut plus le faire maintenant. Et puis la deuxième chose, c'est que maintenant, avec ce que John Kerry lui a dit, je crains que Kabila ne se radicalise davantage et ne se renferme sur lui-même. Ça serait maintenant comme un chien aux abois. Mais lorsque vous coupez la queue à un serpent, il meurt, enfin il mord n'importe qui. Hein, bien sûr. Il mord n'importe qui. Et pour terminer, nous allons terminer avec la mort de Morgan, qui est un véritable cafouillage. Et nous voyons que le gouvernement tente, après une exécution que j'appellerais arbitraire, tente de sauver la face en essayant d'inventer des histoires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la MONUSCO rentre dans ce jeu. Comment ceux qui ont assassiné quelqu'un peuvent être désignés pour mener l'enquête? Enfin. Mais ça, c'est un grand classique. Le meilleur moyen d'étouffer une affaire, c'est de créer une commission d'enquête. C'est une règle d'or en politique. De ce point de vue-là, je ne voudrais même pas entrer dans ce débat, puisque vous savez que... Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport... Pourquoi est-ce qu'on devait tuer Morgan? C'est ça. Alors, bon, honnêtement... Il semble qu'il était mêlé, il a reçu des armes du gouvernement de Kinshasa et qu'il connaissait des secrets qu'il valait mieux l'avoir mort que plutôt vivant, parce qu'il aurait pu parler. Ça porte un coup au processus de DDR, démobilisation des armements et rapatriement des groupes armés. Le problème, réinsertion, pardon. Le problème, c'est que parmi ces gens qui sont susceptibles de bénéficier de ce DDR, il y a des gens qui en savent trop effectivement. Alors la question, est-ce qu'on va prendre le risque de les réinsérer avec cette épée de Damoclès qui consiste à se retrouver demain matin avec des gens qui commencent à faire des déclarations un peu à tort et à travers? Mais ça reste un très mauvais signal pour tous les groupes armés qui s'étaient résolus à déposer des armes et qui aujourd'hui vont hésiter à deux fois en se disant « Moi, si je dépose des armes aujourd'hui, je n'ai aucune garantie que ma sécurité sera assurée. » Et de ce point de vue-là, je pense que cet assassinat, parce que je n'ai pas d'autre mot, s'avère en tout cas contre-productif et remet en cause tout ce processus qui, je le rappelle, n'est toujours pas financé. Kinshasa affiche ses ambitions en la matière, mais sans se donner les moyens d'y parvenir. Ça, c'est aussi l'objet d'un prochain débat peut-être. Pour aujourd'hui, nous allons rester là, mais nous restons attentifs à la suite des événements. Merci. elenge ya mayele pe bwanya aza lokola Hippolyte Kanambete atanga bongo eza kosala même photo ya pamba eza ko respirer intelligence, photo ya pamba ezo respirer sagesse, photo ya Jeannot Kabuya ezo respirer ezotala pena monike awa espoir ezali, awa sagesse ezali, awa intelligence ezali. Ya yo maboko mitano na pesi yo ezali elembo ya lipamboli nzambe ya papa nanga kutino asunga yo oleka na maponami oyo. Alors vraiment nous allons suivre un prophète de Dieu qui va pouvoir prier pour Jeannot Kabuya, un Congolais oyo a postulé kuna na Belgique to soutenir ye vraiment a mekapi ko lobela biso pe na parlement kuna et kozala bien mingi Congolais na Zambie zo pe na société zambienne. Comme ça, tant que ça, il copa contre biso au Kolobela biso. Congolais na Hollande, zota nationalité pe kuna. Comme ça on postulé, tant on va réunion mabe ko salema, o lobela pe biso. Pena ya ko senga na bande ko bozana Bruxelles. Boye bien te mapona miezali na parlement régional bruxellois. Wabino mwana mboka Jeannot Kabuya la force tranquille. Mwana ya Bwania, ndeko ya Bwania, ndeko ya biso nyonso, mwana ya biso nyonso. Ye wana azali na kati ya lingombo babengi SPA. Ye wana za na liste 12 numéro 9. Ndeko okoma na nationalité belge na sengi na yo pona mwana mboka atonda mayele pe Bwania to bengi na lopoto la force tranquille Jeannot Kabuya. Avenir préoccupation zali un Congolais oya yebani na monde entier mobimba bengi na komona Jeannot Kabuya. Jeannot Kabuya mobundeli munene ya mboka. Jeannot Kabuya sala mingi pona mboka. Jeannot Kabuya d'origine congolaise mais naturalisé belge. Yewana a pris candidature naie municipale pour na a passer na Belgique. Alors
yo attend que mosali na nzambe olobini na likambo wana et si possible kosalela mwa prière nzambe liboka nzambe ezali kona ye pour que abavote. Na pesi papa Jano Kabuya Mbote pe na pesi Longonia pe na pesi ba meilleur ba chance ba nini ba pamboli akene liboso moni problème on a ko pepe congolais na pesi Jano Kabuya Mbote ne loko oyo asali na kati ya Belgique oyo ko poster na niveau à la mairie na gouvernorat vision na za nango pour na Belgique d'abord c'est très important ça congolais mais belge. Je crois que c'est le mot très important qu'on comprenne que un peuple congolais Afrique ma belle monde est un nzambe. Donc partout foulera le plan de tes pieds, Dieu te donne en possession. Moi je crois que les Congolais, ils avaient une vision de pays Moussoussou. Donc ils ont une vision tant qu'on est en Afrique d'ici, où ils allaient s'intégrer. C'est un problème où ils ont un peuple congolais. Tout un problème de difficulté à s'intégrer